Voilà, notre invité en studio représentera la Belgique à la COP27 dans quelques jours, donc la grande conférence sur le climat qui se tient en ce moment à Sharm el-Sheikh. On va donc parler essentiellement de réchauffement climatique, mais pas que. C'est Zakia Khattabi, ministre fédéral du climat et de l'environnement, que nous accueillons sur le plateau. Bonsoir Zakia Khattabi. Bonsoir. Je voudrais d'abord une réaction à cette journée de grève nationale, très suivie. C'est un signal pour le gouvernement fédéral ? Absolument. C'est pour tous les gouvernements d'ailleurs. Moi, je me rappelle d'un échange sur un plateau de JT entre Balavoine et Mitterrand. Ouh, c'est il y a longtemps ça. Oui, et il disait déjà à l'époque que le désespoir est mobilisateur. Et lorsqu'il mobilise, c'est dangereux. Et donc on voit la situation aujourd'hui dans laquelle se trouvent des familles, dans laquelle se trouvent certains indépendants, etc., avec cette facture énergétique qui a explosé, effectivement, crée des tensions sociales auxquelles il va falloir répondre. Ouais, alors vous n'êtes pas en charge ni de l'emploi, ni des affaires sociales, mais quand même membre du gouvernement fédéral. Est-ce que bloquer les prix de l'énergie, voire nationaliser ce secteur, c'est envisageable ou pas ? Alors, nationaliser le secteur, je n'en sais rien. Sur le blocage des prix, la position jusqu'à présent était de plaider dans ce sens à l'échelle européenne. Ouais. Alors, on voit qu'il y a eu un mandat pour que ce soit fait dans ce sens-là. Mais c'est clair qu'il va falloir, le cas échéant, trouver d'autres solutions si au niveau européen, il n'y a pas de blocage des prix. On a vu que les prix ont commencé à redescendre. Et donc, ça nous donne un peu de temps pour essayer de trouver des solutions originales. Et le gouvernement fédéral, il peut envisager de sortir de la norme salariale dans les secteurs économiques qui se portent bien ou pas ? C'est-à-dire que c'est une position que nous défendons. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui de la négociation, elle est liée au changement de la loi 96 que le gouvernement précédent a opéré. Ouais, et donc, du coup, il n'y a plus de possibilité. Qu'on ne le remettait pas en cause. Oui, mais il n'a échappé à personne qu'entre-temps, on est dans un autre monde et que certaines décisions ont été prises qui n'étaient pas dans l'accord de majorité. Je pense que si, décemment, on veut pouvoir accompagner les secteurs qui sont... Alors, il y a effectivement des traitements différenciés. Certains secteurs font des profits et se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de négocier, alors même que certains le demandent. Et donc, il y a sans doute une marge de manœuvre à avoir, comme on l'a eu sur d'autres dossiers, eu égard au monde dans lequel on se trouve et qui est très, très différent de l'époque où on a négocié cet accord. Donc, petite ouverture, c'est ce que vous appelez de vos voeux. Autre question d'actualité. La décision d'Adja Habib de se rendre au Qatar, on l'a appris aujourd'hui, pour assister au premier tour de la Coupe du Monde. Votre parti, Écolo, avait appelé à une forme de boycott politique et diplomatique de cette Coupe du Monde en disant qu'il ne faut pas que les hommes politiques y aillent. Ouais. Ça veut dire que vous avez perdu. Alors, vraisemblablement. Donc, je découvre que le Cairn, effectivement, a pris cette décision. Donc, je découvre qu'il existe une diplomatie footballistique. Je connaissais la diplomatie climatique. C'est ce qui justifie le fait que nous allions négocier. Mais à côté de cela, alors j'espère que le Cairn a été dans la même ligne et a mandaté ma collègue Adja Habib de la même manière lorsqu'elle se rendra à la COP en Égypte. Parce que les questions qui se posent sur place sont du même ordre. Parce qu'il y a des problèmes de respect des droits humains en Égypte et au Qatar. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Et donc, si mandat a été donné d'aller au Qatar avec un message fort en matière des droits de l'homme, j'espère et j'attends que l'ordre de mission a été le même pour la COP27. Ouais. Vous irez à la COP27, vous ? Absolument, absolument. Ouais. C'est indispensable. C'est indispensable. D'abord parce que c'est encore le seul espace de négociation internationale où les pays premières victimes du réchauffement climatique peuvent se faire entendre et l'utiliser comme un levier de négociation. La preuve, par exemple, au début, pendant longtemps, ces pays-là demandaient de voir à l'ordre du jour de cette COP la question des pertes et préjudices. Ils n'avaient jamais trouvé d'écho à cette demande. Et ici, une des premières décisions qui a été prise à l'entame de la COP, c'est que ce soit dans l'ordre du jour. Et donc, c'est un moyen de négocier. Par ailleurs, si vous le permettez, aucun État, aucun continent, tout seul, ne se serait donné comme horizon, par exemple, de limiter à 1,5% le réchauffement. Donc, c'est fondamental d'y être. Et ne faisons pas porter à ces COP une responsabilité qu'elles n'ont pas. Ce sont les États, après, qui doivent effectivement respecter les engagements qu'ils ont pris en tirant toutes les conséquences des engagements, en ce compris au niveau des finances, au niveau de l'économie. Et donc faire aussi que les instances internationales en charge de l'économie, des finances, s'alignent aussi en matière de réchauffement climatique. On a le sentiment que dans ce rendez-vous de Sharm el-Sheikh, on est quand même dans un affrontement nord-sud assez fort, où les pays du Sud reprochent aux pays du Nord de ne pas respecter leur engagement. D'une part, les engagements de réduction des émissions et d'autre part, les engagements de financement pour aider les pays du Sud à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Ils ont raison, les pays du Sud, de nous pointer du doigt ? Objectivement, oui. On a vu le rapport des Nations Unies une semaine avant le lancement de la COP. Si des efforts ont été consentis, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour respecter l'accord. Ça, c'est un. Deux, là, effectivement, il y avait un accord pour financer
100 milliards par an d'un soutien financier à ces pays, ils n'en ont pas vu la couleur. Et donc, il y a un enjeu, vous l'évoquiez lui-même, un enjeu de défiance profond aujourd'hui entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et un des enjeux de cette COP, c'est de rétablir la confiance pour continuer à avancer ensemble. Ouais, Alexander De Croo s'est donc exprimé, privilège du chef de gouvernement. Absolument. Il s'est exprimé en premier devant l'Assemblée générale de cette conférence des partis. Le progrès n'est pas imposé de haut en bas, mais co-créé entre partenaires, entre les gouvernements et le secteur privé, entre les entreprises et la société civile. Et donc, on doit éviter la polarisation. Je résume un petit peu le message du Premier ministre. Vous êtes en adéquation avec ça ou pas? Alors, je suis de ceux qui pensent que là où croît le péril, croît la solution aussi. Ouais. On sait que les responsables... C'est notre modèle économique qui est responsable, un modèle économique de croissance absolue, qui est responsable de l'accélération de ce réchauffement climatique. Et donc, nos entreprises et notre modèle de production est coupable. Et donc, c'est avec les entreprises que l'on arrivera à changer la donne. Et donc, oui, je pense que c'est en collaborant, mais ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur les responsabilités des uns et des autres. Ça veut dire effectivement se mettre ensemble autour de la table pour trouver des solutions. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est important que, par exemple, dans la délégation belge, nous ayons présents avec nous tant la société civile que l'AFEB, par exemple, parce qu'en effet, c'est un espace de dialogue. Mais au total, ça fait une centaine de personnes. Certains trouvent que c'est un petit peu trop. Alors, je l'ai entendu. La politique de la Belgique en la matière, c'est d'avoir une délégation la plus inclusive possible. Ça ne veut pas dire que le gouvernement prend en charge les participations, etc. L'équipe de négociateurs gouvernementaux, nous sommes une quarantaine. Et nous ne sommes pas tous en même temps. Cette semaine, c'est Alexander qui y était. J'y serai la semaine prochaine. Voilà, c'est une tournante. Il y a notre équipe d'experts et de techniciens qui négocient tous les jours. Et puis, il y a l'ensemble de la société civile que l'on met dans la délégation pour leur permettre d'accéder aux espaces de discussion, sinon ils n'auraient pas accès à la COP. Alors, il y a une idée qui commence à circuler, notamment dans les ONG, dans les organisations non gouvernementales, c'est celle de se dire les COP c'est bien, mais ça n'est pas toujours suivi des faits, on prend des engagements, on a du mal à contrôler qu'ils soient réellement appliqués. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Interdire donc de développer à l'avenir de nouvelles énergies fossiles. C'est une bonne idée? La Belgique va soutenir cette idée de traité ou pas? Alors, il n'y a pas encore de position belge en la matière, mais c'est vrai que comme ministre du Climat, je le défends. Les États ont tenté de réduire leur consommation en hydrocarbures. On voit que c'est en vain. Et donc, l'idée derrière ce traité, c'est d'organiser de manière progressive et équitable l'interdiction d'utilisation de ces hydrocarbures. C'est un peu l'idée qui a prévalu dans les années 70 pour le traité de non-prolifération nucléaire. Et donc l'idée d'un traité, ça veut dire que là, ça s'impose à tout le monde, absolument. Ça, c'est et qu'on peut effectuer un suivi et éventuellement condamner ceux qui le refusent. C'est l'idée qui est derrière le traité. Ouais. Ça veut dire qu'on devrait sortir, nous, complètement des carburants fossiles? Tout le monde, parce que 80% des gaz à effet de serre sont liés. Donc tout le monde devrait effectivement s'engager. Et si, en l'occurrence, l'idée du traité, c'est pour l'Europe, les pays européens. Donc ça met quand même l'accent sur le fait que dans toutes ces discussions climatiques, on manque de moyens coercitifs. On s'engage, les États s'engagent, et puis on voit après qui a respecté ou pas ces engagements. C'est la limite de l'exercice, en effet. Si y avait le retour de Donald Trump aux États-Unis, ce serait une catastrophe pour le climat? Oui, parce qu'on a vu, le moment du mandat de Donald Trump nous a fait reculer. Et puis on a vu le retour de Joe Biden, on a avancé. Mais alors, vous croyez, en même temps, au Brésil, avec Lula, il y a un équilibre qui s'occasionne, mais en effet, ce serait une mauvaise nouvelle pour le climat. Vous croyez encore à cette diplomatie internationale en matière de climat, cette diplomatie climatique? La question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, on n'a pas le choix. Je veux dire, la question climatique, elle dépasse les frontières. Et ce n'est pas la Belgique toute seule qui va pouvoir, quand bien même on déciderait tout seul de réduire complètement nos émissions, à l'échelle planétaire, ça ne change rien. Donc c'est fondamental, cette diplomatie climatique. Ça reste un enjeu de multilatéralisme qui est important. Oui. Alors, deux questions rapides pour terminer. Oui. À défaut d'un traité international, est-ce que vous seriez favorable à une interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles? Alors oui, je pense que c'est pas... on sait que le modèle économique, le modèle de consommation absolue est servi par la publicité. Et donc, il y a lieu, effectivement, pour aider à un changement de consommation, d'arrêter de faire la publicité. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon groupe au Parlement fédéral a déposé une proposition pour supprimer la publicité pour les voitures. Elle est assez timide. Elle vise vraiment les énergies en tant que telles. Donc, on ne pourrait plus faire publicité pour le gaz, par exemple. Alors, c'est une première étape. Vous savez on ne vise pas les voitures, les compagnies aériennes, les tours opérateurs.
dont le business repose quand même sur les carburants fossiles. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ce n'est pas à nous qu'on doit reprocher le manque d'ambition. D'ailleurs, pour être tout à fait transparente, dans le cadre de la gouvernance climat que j'ai mis en place au niveau fédéral, une des mesures que j'avais proposées, c'était l'interdiction de publicité pour les voitures thermiques. Ça a été refusé par certains collègues. Aujourd'hui, la sortie du thermique est inscrite dans les astres 2035 au niveau européen. Donc ça ferait du sens, dans un rétro-planning, de ne plus permettre la publicité pour ces voitures. Dans un premier temps, une proposition plus timide, mais parce qu'elle aura le soutien de la majorité. Le groupe a une proposition plus ambitieuse, mais qui n'a pas récolté le soutien de la majorité. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez assez de soutien au sein du gouvernement fédéral, la majorité fédérale, mais aussi plus largement en Belgique, parce qu'on sait que les questions énergétiques et climatiques dépendent aussi des régions. Ou est-ce que vous avez des freins aujourd'hui? Alors, ce n'est pas simple. D'abord, mon premier soutien, c'est l'accord de majorité. Au niveau fédéral, moins 55%. Est-ce qu'il est suffisant quand les experts disent on est en train de sortir de la trajectoire, non, ça n'est on pas. n'est plus à 1,5, on est plutôt à 2,5, voire 2,6 il faudrait moins 65. de réchauffement. Voilà. Et donc moi, déjà, si on arrivait à mettre en œuvre et à respecter stricto sensu l'accord de majorité, ce serait déjà une belle victoire. Ouais. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est compliqué, tous les jours, il faut négocier. Ouais. Qui est-ce qui coince? Alors ça, certains et d'autres, enfin voilà, on connaît les usuels suspects en la matière. Ouais. Vous n'avez pas envie de citer de nom? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est plus compliqué avec la LVA, avec le mouvement réformateur, par exemple. C'est sûr que c'est plus facile avec nos collègues socialistes, voilà. Ouais. Vous êtes toujours heureuse comme ministre du Climat? Absolument, c'est un moment clé. Et je fais ma part, et on le fait avec beaucoup de conviction. Et c'est vrai que quand on compare avec l'action des régions, c'est beaucoup moins concret. Mais la dynamique qu'on a mis en place, notamment en termes de gouvernance, nous amène à penser vraiment le changement structurel. Ouais. Et il va y avoir des changements. Parce qu'on a quand même le sentiment que le gros dossier, c'est la réduction de notre consommation d'énergie. Et que ça reste un petit peu tabou et compliqué. Alors, ça dit parce qu'on a collé à cet enjeu-là, autour de la sobriété, etc., un imaginaire qui n'est pas positif. Or, effectivement, à côté de toutes les mesures qui sont prises, il va falloir qu'on revoie notre modèle de consommation et de croissance absolue, en effet. Merci, Zakia Khattabi. Merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes la ministre fédérale en charge de l'environnement, du climat et du développement durable.